Et bonjour à tous. Merci beaucoup au Centre de recherche transactionnelle pour l'invitation et l'opportunité du jour. La dictologie en 15 minutes, c'est quelque chose que je fais tous les jours dans le service, à chaque fois que je peux, à la fois ici et sur place. Donc je suis Romain Issy, je suis psychiatre et addictologue. Et donc je travaille d'une part au centre de soins d'accompagnement et de prévention addictologique qui s'appelle Espace Murgère, qui se trouve à Paris 10e, à l'hôpital Fernand Vidal, dans un département dirigé par le professeur Bellivier. Donc on est aussi adossé à une équipe INSERM. Et donc je suis à mi-temps ici au laboratoire de neurobiologie intégrative des systèmes cholinergiques. Je suis UMASCOS depuis novembre 2016. On va parler d'addictologie. Et on va passer de façon un peu moins systématique que Anne-Cécile, passer pas mal de temps sur des concepts. Quelques généralités. On va pas mal parler de vocabulaire. On va évoquer ce qui est addictif ou ce qui ne l'est pas, et puis brièvement un tout petit peu d'épidémiologie. On va passer très rapidement parce que, évidemment, on ne va pas faire un diaporama par substance, parce que, comme disait mon grand maître, c'est différent, mais c'est pareil. Donc, il y a des grands concepts sur le comportement qu'est l'addiction, et après, pour chaque substance, il y a plein de spécificités épidémiologiques, de facteurs de risque, de comorbidités, etc., etc. L'importance du vocabulaire, c'est que, en fait, historiquement, là, c'est très abrégé, évidemment, il y a un moment, c'était plutôt de la toxicologie, et il y a encore pas mal de collègues qui parlent de toxiques. Est-ce qu'on a mesuré les toxiques urinaires? Alors moi, ce que je réponds, c'est mais on a regardé le plomb, l'eau de javel, qu'est-ce qu'on a regardé dans les urines, en fait? Donc là, déjà, il y a un premier problème sémantique, puisqu'à priori, c'est pas addictif, le plomb, enfin, à ma connaissance, non. Et en fait, il y avait l'idée d'un modèle un peu intoxication-sevrage. Et en fait, c'est pénible de parler de tout ça, et ça prend du temps, mais en fait, ça conditionne tout le reste. Parce que si on dit ça, ça veut dire que si on n'est pas sous l'emprise de la substance, ça veut dire qu'on n'a pas de maladie. Ça veut dire que c'est que quand on est ivre, par exemple, qu'on est alcoolique, et si on n'est pas ivre, on n'est pas alcoolique. Et bien évidemment, malheureusement, ça n'a rien à voir avec ça. Ce serait trop simple. Et donc l'idée, du coup, ça veut dire aussi que les traitements de substitution, ça remplace. Et demander à quelqu'un qui a pris beaucoup d'héroïne si la méthadone, ça fait le même effet, il sait, lui, que ça ne remplace pas. D'accord ? Et ça ne remplace pas parce qu'il n'y a pas de perte de contrôle, alors que l'addiction, c'est bien la perte de contrôle. Donc ça, c'est vraiment des éléments très importants. Et c'est un des progrès. Alors après, les termes, on peut en débattre, et c'est un petit peu comme l'histoire du stress post-traumatique. Il y a des abus et dépendances qui n'étaient pas là dans les années 70, sont réapparus, dans les années 80 dans le DSM-3, sont réapparus dans le DSM-4, puis ont été réenlevés, par exemple, dans le DSM-5, enfin. Donc ça, c'est la psychiatrie, c'est que, voilà, et on fait des statistiques, sur des populations cliniques pour voir ce qui permet de mieux d'avoir des critères les plus opérants possibles sur des populations pour détecter les diagnostics. Et puis après, ça va, ça vient. C'est pas très grave. L'idée, c'est que le vocabulaire influence la prise en charge. Une très jolie étude faite avec des vignettes cliniques dans un congrès d'addictologie. Les gens étaient tirés au sort, appariés sur âge et sexe, avec la même histoire de quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool. C'était en anglais. Dans une, c'était « Monsieur Machin est un alcoolique qui a fait ceci, qui a fait cela ». Dans l'autre, c'était « a un problème de dépendance à l'alcool », etc., etc. Et sinon, c'était les mêmes histoires. Et à la fin, on demandait, mais il repasse devant le juge, parce que je crois qu'il a eu des problèmes d'accident de voiture ou de violence peut-être envers sa femme dans la vignette. Et donc, on disait, le juge, qu'est-ce qu'il doit faire? Et significativement, les personnes qui avaient eu, de façon randomisée, la vignette avec « c'est un alcoolique », etc., etc., avaient plus tendance à dire « le juge doit le remettre en prison, lui faire un rappel au cadre, etc. » Et ceux qui avaient la vignette clinique « a une dépendance à l'alcool, etc., etc. », avaient plus tendance à répondre « reprend des soins, prévention de la rechute, peut-être qu'il n'a pas eu assez de traitement, peut-être qu'il faut le réhospitaliser, etc., etc. » Donc ça, on peut prendre le problème par le bout qu'on veut, ça ne s'invente pas, et c'est étudié probablement pas assez. L'addiction, c'est bien une maladie chronique avec des stades progressifs, des modifications durables du cerveau, mais pas que, et de l'environnement. Donc ça va dans les deux sens, l'environnement dans les addictions. Un petit peu comme dans le stress post-traumatique, ça c'est un modèle assez intéressant, et c'est pour ça aussi que les modèles animaux sont hyper intéressants, c'est qu'il y a bien un facteur extérieur, parce qu'il y a peu d'usagers qui deviennent dépendants, on va en parler. Mais pour devenir dépendant, il faut bien avoir utilisé. Donc il y a aussi un facteur extérieur, finalement, comme avec les histoires de trauma. Il y a aussi une variabilité interindividuelle qui est immense. Et donc de l'usage simple à l'usage compulsif, c'est le mot qu'on emploie pour dire plutôt automatique, c'est l'histoire de la perte de contrôle. Et je ne vous ferai pas plus de définition clinique que ça, c'est pour moi la seule que vous devez retenir, tout le reste en découle. Du coup, un sujet non dépendant utilise une substance par intérêt, parfois par plaisir, ou souvent par plaisir. Un sujet dépendant utilise plutôt une substance par contrainte. Et ça conditionne encore une fois tout le reste. Et alors ça, est-ce que c'est une petite cuisine qu'on fait dans notre coin, où là je profite lâchement de vous avoir en otage pour vous passer un message, oui, mais qui ne vient pas de moi, encore une fois. En fait,
La Maison-Blanche, l'année dernière, a édité un mémo pour dire que le langage utilisé dans le domaine des addictions devait changer, à la fois pour les symptômes, la maladie et les traitements. Donc ça, c'est des éléments particulièrement importants. Qu'est-ce qui peut donner lieu à l'addiction ? Il y a un terme que j'aime bien, qui n'est pas de moi non plus, substance et activité potentiellement addictive. Le potentiellement est très important. Et le mot activité est très important. On ne parle pas d'addiction comportementale, puisqu'une addiction, par définition, c'est un syndrome comportemental, en fait. Donc c'est avec et sans substance. Très récemment, l'OMS a franchi le cap, parce que ce n'est pas dans la classification américaine, d'ajouter les jeux vidéo, a priori dans la liste des activités potentiellement addictives, a priori à juste titre. Sinon, il y avait les jeux d'argent et de hasard qui étaient déjà inclus dans le... Enfin, qui venaient d'être rassemblés d'ailleurs dans le DSM numéro 5 de 2013. Et on voit donc qu'il y a beaucoup de choses légales, certaines choses qui sont prescrites, etc., etc. Donc on imagine bien, on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais les difficultés d'étude, l'alcool, on connaît exactement la composition. Un verre de bar égale 10 grammes d'alcool. Donc c'est facile à étudier pour voir l'exposition d'un sujet sur le mois écoulé, même sur la vie entière, pourquoi pas. Dès qu'on arrive à cocaïne, et au moins la cocaïne c'est une seule molécule, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le produit que les gens achètent, donc ils nous disent on a acheté tant de grammes, etc., etc. Donc on fait une estimation avec le prix par exemple. Le cannabis c'est un composé multiple. Les composés sont plus ou moins d'ailleurs pathogènes entre guillemets dans la plante, donc en plus voilà, donc ça c'est à étudier, c'est très compliqué également. Et les produits prescrits c'est aussi compliqué à étudier parce qu'il n'y a pas... Quand on a éventuellement une addiction d'intensité modérée, on ne passe pas son temps à sillonner la France pour en obtenir. Il suffit de voir parfois même un seul médecin, ça suffit. Voilà. Donc ça, en tout cas voilà le champ d'étude. Une minorité d'usagers développe une addiction. Et là vous avez en gros le pourcentage d'usagers réguliers dans le mois écoulé avant l'interview de l'étude qui avaient les critères effectivement d'addiction. C'était abus ou dépendance dans l'étude. Donc on peut les classer avec le tabac en premier, l'héroïne, etc., etc. Ce sont des troubles très fréquents, une prévalence annuelle, donc c'est quand on fait un entretien avec quelqu'un. Là, en population générale, c'est plutôt bien fait. Les grandes études de psychiatrie, il y a eu des études épidémiologiques américaines très bien faites et mondiales aussi par l'OMS. C'est tiré au sort, c'est représentatif du dernier recensement, etc., etc. C'est long, hein, souvent les entretiens de plusieurs heures. Enfin, donc ça aussi, c'est pas tout le monde qui accepte. Donc ça introduit des biais. Les gens les plus graves, ils ne sont pas toujours chez eux, ils sont à l'hôpital, chez le médecin. Donc du coup, ils sont sous-représentés, mais ça fait une bonne idée de savoir comment ça se passe en population générale. Donc 0,1 pour les substances les plus exotiques, on va dire, à 40% de prévalence dans l'année passée. Des troubles très comorbides entre eux avec les autres troubles psychiatriques. Et alors dès qu'on va aux urgences, en médecine générale et a fortiori en psychiatrie, là, la prévalence, elle augmente complètement. Facteurs de risque, alors là c'est pareil, enfin, ça c'est l'objet de toute une vie pour pas mal de gens, les facteurs de risque. Hein, c'est une maladie clairement multifactorielle. L'irritabilité peut aller jusqu'à 75%, c'est la même que dans le trouble bipolaire et dans la schizophrénie, donc ça c'est pour l'addiction à la cocaïne. Le sexe masculin qui est largement plus associé à l'usage et aux pertes de contrôle, l'usage de substances, l'impulsivité et les traumatismes dans l'enfance. Ce sont des maladies graves. 1/8 des décès dans le monde, d'après l'OMS, est lié à une des substances que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est toutes causes confondues. Donc ça comprend, dans les études OMS, la mortalité infantile, par exemple, dans les pays à bas revenus, elle écrase tout. Hein, donc c'est 1/8 à côté de ça. Donc en fait, c'est énorme. Les conséquences pour soi et les autres, ça c'est une étude sur un avis d'un panel d'experts, paru dans le Lancet en 2010, où on voit en bleu les dommages pour les usagers et en rouge pour les autres. Et donc l'alcool arrive en tête des substances classées comme étant la plus dangereuse parce que c'est très toxique pour les individus et c'est plein d'actes médico-légaux aussi, agressions sexuelles, violences, accidents, enfin, etc., etc. Et on voit évidemment que là, la législation ne suit pas très exactement cette classification. Enfin, je ne pense pas que ça vous étonne. La bonne nouvelle, c'est qu'on connaît mieux en mieux les mécanismes. D'abord, on devient dépendant pour des histoires de disponibilité. Il faut avoir croisé la substance au moins une fois dans sa vie pour l'avoir essayé. L'effet renforçant, qui est soit le plaisir, soit le soulagement d'un mal-être. Et évidemment, la vulnérabilité individuelle. Et tout ça, et l'interaction entre les trois, est très variable au cours de la vie d'un sujet. Par exemple, dans une période d'anxiété importante liée au travail ou à d'autres soucis familiaux, quelqu'un qui a aucun ami qui prend de l'héroïne, mais qui a un ami d'amis qui, comme par hasard, à la soirée, qui vient couronner 3 semaines de grandes difficultés professionnelles, insomnie, anxiété, etc.,
Il y a un ami qui amène de l'héroïne, qui ne passe pas son temps à l'injecter avec des seringues sales trouvées au fond des ruelles, donc c'est pas trop impressionnant pour un premier essai. L'héroïne, elle est juste assez dosée pour avoir de l'effet. Elle n'est pas trop dosée pour pas avoir des effets désagréables. Je parle pas d'overdose, hein, mais ne serait-ce que trop de prurite, trop de nausées, un peu trop de somnolence, c'est pas très agréable, donc ça peut faire que la première fois on dit stop. La cigarette étant la seule substance pour laquelle tous les premiers essais sont désagréables, et pourtant c'est bien la plus addictive, statistiquement. Et donc, on voit comment la combinaison d'une disponibilité qui est exceptionnelle, par exemple pour une personne comme ça, un jour où il y a une anxiété très importante, et où elle consomme pour la première fois un produit qui est juste assez bien dosé pour faire de l'effet, parce que c'est extrêmement anxiolytique, les opiacés en général, va révéler qu'elle a des vulnérabilités individuelles, l'impulsivité ou d'autres facteurs génétiques. Ça, c'est très clairement une situation très à risque de développer un accrochage et d'avoir envie de recommencer. Là, c'est une situation extrêmement renforçante, et on voit à quel point ça peut passer à ça, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est typiquement aussi ce que vous disiez Anne-Cécile sur les histoires aussi de risque et de résilience. On n'étudie pas beaucoup non plus les sujets résilients, qui ont consommé plein de fois, et qui n'ont jamais développé les critères d'addiction. Ça, c'est extrêmement intéressant. Dans l'alcool, vous le verrez, on a des jolis résultats là-dessus, mais pour les autres substances, à ma connaissance, pas énormément. Le tabac aussi, probablement. Le système de récompense, bon, on ne va pas y passer beaucoup de temps, tout à fait parce que c'est trop compliqué, mais il y a l'idée, en fait, ça a probablement sauvé, ou en tout cas remonté la dictologie au rang d'un objet d'étude potentiel, avec ces histoires de dopamine, et ça fait une vingtaine d'années à peu près, et ce circuit de récompense. En fait, c'est plutôt un circuit de renforcement, qui est un peu un circuit essentiel à l'apprentissage et donc à la motivation. Donc déjà, on s'éloigne un peu de la récompense. Et puis en fait, les liens qu'on peut voir dans les addictions du circuit de récompense, c'est une image de vulgarisation, hein. Mais en fait, c'est des liens multiples, il n'y a pas que la dopamine, et surtout le cortex préfrontal, notamment très impliqué dans des histoires avec l'idée d'un modèle un peu très général cognitif, qui serait de dire chaque prise de substance quand on a une addiction est une mauvaise décision. Donc c'est comme si le cortex préfrontal répétait les mauvaises décisions à cause de tout ce qui s'est passé avant dans la trajectoire. Et donc chez l'animal, on peut, et ça au laboratoire du Vémascos, on est bien placé pour le voir, étudier vraiment des principaux stades d'usage jusqu'à la perte de contrôle. En tout cas, voilà, il y a des modèles animaux qui vont jusqu'à aligner plusieurs critères, même s'ils ne sont pas hyper reproductibles, d'avoir un maximum de critères d'addiction chez l'homme qu'on peut retrouver chez un même animal au cours d'une série d'expériences. Donc on peut vraiment étudier récompense, acquisition de l'auto-administration, sevrage, tolérance, extinction du comportement d'auto-administration, rechute, soit spontanée, enfin en tout cas, pardon, à la réexposition à la substance ou avec un indice associé à la substance. Donc c'est quand même des modèles vraiment très fins, donc avec des histoires de conditionnement. Et bien sûr, on peut manipuler tout ça dans tous les sens, avec d'une part les substances, les associer entre elles, tester certains médicaments pour moduler la réponse à ces substances, manipulation génétique évidemment, et gémie synaptique, voilà, au sens très large. Ça, c'est particulièrement important. Deux études particulièrement importantes, c'est la différence entre des buveurs intensifs avec des critères d'addiction et des buveurs sociaux qui buvaient également des quantités importantes d'alcool. Et ça, c'est une des premières mises en évidence chez l'homme, du fait que chez les buveurs plutôt sociaux, à la réponse à des stimuli visuels très associés à l'alcool, on a plutôt une activation du striatum ventral, alors que chez les buveurs excessifs qui avaient des critères d'addiction, on est plutôt une activation préférentielle du striatum dorsal, qui est plutôt un signe de consommation répétitive et habituelle et donc compulsive. Et donc c'est une des premières images qui vraiment a mis en parallèle les données chez l'animal, les données neurobiologiques on va dire, et ce que vous voyez en clinique. C'est la différence entre un comportement plutôt orienté vers un but, j'ai envie de boire parce que c'est sympa, il fait chaud, il y a un match de foot, sans vouloir se créer etc. Ou des comportements automatiques. C'est j'ai envie de boire, mais en même temps, j'ai pas si envie parce que je sais que ça me fait plus de mal que de bien, mais je sens que c'est trop fort, enfin voilà, etc., etc. Ça a été aussi utilisé chez des personnes qui se sentaient comme des usagers totalement récréatifs de cocaïne, comme une espèce de biomarqueur. Alors on n'était pas loin, préliminaire, en disant, en fait non, en IRM fonctionnel, les chercheurs de l'étude avaient montré qu'en fait, une partie de ceux qui se pensaient usagers récréatifs avaient déjà une transition entre l'activation ventrale vers l'activation dorsale. Donc, avec vraiment l'idée que, tiens, chez certains de ceux-là, on avait des signes d'addiction qui étaient neurobiologiques, fonctionnels, et pas encore dans la clinique, finalement. Et enfin, il y a les histoires
notamment d'une difficulté de contrôle de cette transition, et on ne sait pas ce qui est cause et conséquence et ce qui est trait et état, du cortex singulaire antérieur et de l'insula par rapport à cette transition qui semble être liée à la pathologie. Et si on regarde l'effet du stress sur la durée de rémission, là vous avez une manœuvre de prise de décision qui est l'Iowa Gambling Task, qui est très décriée, mais enfin peu importe, dans cette expérience ça marche. Moins on fait des choix avantageux, en fait il y a des tas de cartes où on choisit des cartes qui rapportent beaucoup mais rarement, et du coup on perd beaucoup mais rarement, et en fait il y a des choix plus ou moins avantageux. Et plus on est vers le bas, plus on a fait des choix désavantageux par rapport aux choix avantageux à la fin du jeu. Il y a une centaine de tours. Ici, vous avez les sujets contrôle. Ici, vous avez les sujets qui viennent de commencer une rémission d'une addiction à l'héroïne. 3 mois, 7 mois, 15 mois, 30 mois, puis 3 semaines, parce qu'après 24 ans, ça. 3 semaines, 7 semaines, 15 semaines, 30 semaines, puis 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et plus on s'éloigne de la période d'addiction active, plus on se rapproche des contrôles, dans notre capacité à faire des choix avantageux, donc un test de prise de décision qui est... plus on se rapproche des contrôles. Si on rajoute un test de stress social, c'est classer c'est compter à un endroit et à l'envers sous l'effet d'un examinateur qui a pour consigne de mettre la pression, et on recommence au début à chaque fois qu'on se trompe. Là, vous avez les couleurs pour voir depuis quand les gens sont en rémission de leur addiction à l'héroïne. En rouge, vous avez les contrôles. Ici, vous avez le moment qui est juste post-test. Donc les contrôles, déjà, ils font un peu moins bien. Le stress altère cette prise de décision. Et chez les gens qui sont en rémission de leur addiction à l'héroïne, ils font tous, la plupart font mieux que plus ça fait longtemps, mieux ils font à la base avant le stress. Et quand on les stresse, ils reviennent tous au même niveau de mauvais choix désavantageux. Donc le stress, comme source aussi potentielle de rechute, et comme vulnérabilité dans la prise de décision qui semble durer, là, jusqu'à 2 ans après la rémission. Donc ça, c'était vraiment aussi une étude assez exemplaire, qui a plein de biais comme toute étude, mais dans ces mécanismes. Pour terminer, comment on prend ça en charge? Alors nous, on a quelques échantillons maison, juste pour vous montrer à quel point c'est facile de recruter. 2008-2014 pour 216 patients, et ici 2012-2016 pour 440, ça c'était un programme de recherche multicentrique national. Beaucoup de données manquantes, tout le monde n'a pas été génotypé, on a un échantillon avec un quart de femmes, ça c'est classique. 50% des patients inclus ont 4 addictions en plus du tabac. 27% a été SDF dans sa vie plus de 3 mois. Et plus d'un tiers a fait au moins une tentative de suicide dans sa vie. Donc une population très grave qui reflète assez bien. Et depuis 2015, on a 2 cohortes prospectives, là plus orientées vers la recherche de biomarqueurs de rechute pour l'addiction à la cocaïne et de troubles cognitifs liés à la consommation excessive d'alcool. Et en fait, un message que je voulais passer, c'était que la prise en charge, elle est multidisciplinaire et l'efficacité, elle est globalement démontrée. C'est long, c'est difficile, c'est cyclique, etc. Mais ça marche. D'une part, réduire les dommages. Ça veut dire, par exemple, on fournit pas forcément nous, mais accès par exemple à du matériel de consommation propre. L'héroïne, c'est pas toxique pour le cerveau, ni pour l'organisme. Il faut juste pas en prendre trop. Par contre, c'est très addictif. Et par contre, on peut mourir, par exemple, si on s'injecte trop de microbes, parce qu'on nettoie pas assez son matériel. Et on peut se transmettre des virus potentiellement mortels, ou en tout cas graves, hépatite C, VIH, même si maintenant il y a des traitements plus efficaces. Et donc, alors on peut dire, ah oui, vous faites droguer les drogués. Alors, de toute façon, ils se droguent parce qu'ils n'ont pas le choix, rappelez-vous. D'accord ? Ils ont perdu le contrôle. Et s'ils meurent, ça va être compliqué de leur faire de la prévention de la rechute. Mais le raisonnement, il vient de là. Et après, on réfléchit. Et une fois qu'ils sont vivants, on réfléchit. Il y a un truc tout bête, mais c'est que, quand on fait les choses un peu proprement, on a moins mal aussi. On est globalement mieux. On a plus tendance à consulter. Et ça, les premières données, par exemple, de la salle de consommation à moindre risque, qui pose probablement plein de problèmes, font qu'effectivement, on a une transition qui est pas mal quand même entre les personnes qui ne se soignent pas autrement qu'en réduisant les risques, en consommant proprement, et des centres de soins comme le nôtre. Il y a le circuit vraiment en train de s'établir, donc c'était un des objectifs qu'on voulait regarder. Prévenir la rechute, vous avez compris que c'est le Graal. En addictologie, c'est une maladie chronique, cyclique. Donc ce qu'on veut, c'est prévenir, gérer la rechute. Il y a des médicaments dont
méthadone, buprenorphine pour ce qui est d'addiction aux opiacés et nicotine à libération prolongée pour ce qui est d'addiction au tabac sont soit extrêmement, soit bien efficaces. Ils marchent pas bien s'ils ne sont pas associés à des formes de psychothérapie basées sur l'entretien motivationnel. On prend en charge les comorbidités et il y a les histoires de réinsertion sociale. Quand on traite une addiction aux opiacés, les gens meurent moins. Et plus ils ont une dose de méthadone, là c'est des traitements par méthadone, c'est plus de 4000 sujets, plus leur dose de méthadone est élevée, c'est dans l'autre sens, c'est ce que c'est une courbe de survie, moins il y a de morts à l'issue des 6 ans de suivi. Donc les traitements, ils ont aussi un effet dose, c'est que plus on arrive à en mettre, mieux sont les gens à la fin. Il peut y avoir un petit peu de causalité inverse, mais le méthadone, c'est plutôt bien toléré, donc les gens les plus graves, c'est pas ceux qui tolèrent moins de méthadone, donc c'est pas forcément ceux qui étaient mieux au départ qui sont mieux à la fin, il y a vraiment un effet dose. Et ceux qui arrivent avec des idées suicidaires ou qui ont fait des tentatives de suicide dans l'année qui a précédé l'inclusion, ça c'est une autre étude australienne, et ben on passe de 11% de tentatives de suicide dans l'année précédente à 2,3% sur les 3 ans de l'étude, etc., etc., etc. Donc le fait de traiter une addiction, ça diminue la mortalité et, entre autres choses, ça réduit totalement les conduites suicidaires. Enfin totalement, en tout cas très fortement. Donc il y a pas mal d'enjeux de recherche. Et la déstigmatisation, c'est pas juste pour faire plaisir aux patients, c'est déjà pas mal. C'est aussi d'amener les sujets souffrants à des soins adaptés. Il y en a beaucoup plus que ça, les enjeux de recherche. Il y a l'idée d'étudier les sous-groupes, facteurs de risque, facteurs de gravité, complications, qui fait des complications, qui n'en fait pas. Idéalement, qui a de la résilience et qui ne développe pas d'addiction, qui n'en développe pas. Des modèles multimodaux, c'est-à-dire qui associent multi-omique, on va dire, imagerie, neuropsychologie, qui prend aussi bien en compte l'environnement. Ça c'est très important, hein, notamment la disponibilité d'un produit dans l'environnement d'une personne est très déterminant dans sa rechute aussi. Et le choix des contrôles. Il y a pas mal d'études où des SDF fumeurs de crack sont comparés à des étudiants en médecine. Et on trouve des différences. Les étudiants en médecine ont d'autres problèmes, mais voilà. Il y a des déterminants aussi sociaux et de trajectoire développementale, d'abus dans l'enfance, etc., et d'impulsivité qui font qu'on va trouver des différences forcément énormes. Et l'idée, c'est... Parce que si on pousse au bout, si on voulait comparer, par exemple, addiction au crack par rapport à... Enfin, quels sont les facteurs de risque vraiment spécifiques, il faudrait des usagers de crack en quantité égale, de même sexe, de même âge, etc., de même milieu social, pour que la seule différence entre les deux populations, ce soit les critères d'addiction. Et c'est pas possible, puisque l'addiction en elle-même fait consommer en plus grande quantité. Mais idéalement, ce serait ça, les vrais groupes, si on voulait faire des vraies différences expérimentales. Et l'idée, c'est ce terme qu'on entend quand même très souvent, c'est de faire une médecine plus personnalisée. Voilà, et mieux comprendre ce qui se passe. On va s'arrêter là, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, il y a beaucoup de gens à remercier, donc je vous laisse lire.